Aujourd'hui, on plonge dans un mystère qui a 2400 ans et qui est caché dans un seul petit mot. C'est un mot qui est au cœur d'un débat philosophique, et ce qui est fascinant, c'est que ce débat-là, il résonne de façon vraiment surprenante avec notre époque numérique. C'est un peu la question qu'on se pose tout le temps, non? Chaque fois qu'une nouvelle innovation débarque, elle arrive avec, d'un côté, des promesses incroyables et de l'autre, des craintes assez profondes. Mais là, imaginez qu'on se pose cette question, non pas pour l'intelligence artificielle ou les médias sociaux, mais pour l'écriture. Oui, oui, l'écriture. Alors tout part de là, de ce mot grec, pharmakon. Et ce qui est complètement fou avec ce mot, c'est sa double définition. D'un côté, ça veut dire un remède, un médicament, quelque chose qui guérit. Et de l'autre, un poison, une toxine. Le remède qui sauve et le poison qui tue, dans le même mot. Et retenez bien ça, cette ambiguïté, ce n'est pas du tout un hasard. En fait, c'est l'indice numéro 1 de notre petite enquête philosophique. Bon, alors allons-y. Pour vraiment comprendre ce mystère-là, on doit faire un petit voyage dans le temps. On retourne dans la Grèce antique et on ouvre un dialogue de Platon qui s'appelle le Phèdre. C'est dans ce texte que Platon, en faisant parler son maître Socrate, va carrément faire le procès de l'écriture. Et pour bien faire passer son point, Platon nous raconte un mythe. Alors, imaginez la scène. On a Teute, qui est un dieu inventeur, et il est super fier de sa dernière création, l'écriture. Et là, il va voir le roi Thamus pour lui présenter son invention et bien sûr lui vanter tous ses mérites. Et là, il faut bien écouter ce que Teute promet. Il dit que l'écriture, c'est un pharmakon, un remède, une sorte de potion magique pour l'esprit. Ça va rendre les gens plus savants, ça va booster leur mémoire. Bref, c'est le pitch de vente parfait pour une nouvelle technologie, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui d'ailleurs. Sauf que le roi Thamus, lui, il n'est pas impressionné du tout. Il voit tout de suite le revers de la médaille, le danger. Pour lui, ce n'est pas un remède, c'est une menace directe. Il pense que cette invention-là, loin d'aider la mémoire, va en fait la détruire. Elle va la rendre paresseuse, complètement dépendante d'un support extérieur. On se retrouve donc avec deux visions qui s'opposent de façon radicale. Pour l'inventeur, c'est un progrès formidable. Pour le roi, c'est carrément une forme de déclin, un poison qui donne juste l'illusion de savoir. Et dans le texte de Platon, il n'y a pas de doute, c'est le roi qui a le dernier mot. Le verdict semble tomber, sans appel. On pourrait penser que l'affaire est close. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, évidemment. Imaginez que ce dossier-là, il reste fermé pendant plus de 2000 ans. Puis, un beau jour, au 20e siècle, un philosophe décide qu'il est temps de le rouvrir et d'y jeter un nouveau regard. Et ce philosophe, c'est Jacques Derrida. Lui, il ne va pas aller fouiller pour trouver de nouveaux artefacts. Non, non. Il va plutôt agir comme un détective qui reprend une vieille affaire non résolue. Son approche? Examiner le texte de Platon à la loupe, comme si c'était la scène du crime, comme si c'était un témoignage capital. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Derrida se rend compte que l'indice clé, il était là depuis le début. Il n'était même pas caché, il était juste là sous les yeux de tout le monde, dans le choix d'un seul mot. Et voilà, on arrive au cœur de sa découverte. Derrida souligne que Platon, au moment de condamner l'écriture en la traitant de poison, utilise le mot « pharmakon ». Un mot qui, on s'en souvient, veut aussi dire son contraire, le remède. C'est incroyable, non? Il se sert d'un mot à double sens pour rendre un verdict qui, lui, se veut complètement tranché, sans aucune ambiguïté. Alors là, la question devient inévitable. Pourquoi ce choix de mots? Est-ce que c'était juste une maladresse de la part de Platon? Ou bien, est-ce que cette ambiguïté révèle en fait une tension beaucoup plus profonde, une tension que Platon lui-même n'arrivait peut-être pas à résoudre? Pour essayer de comprendre ça, Derrida va vraiment décortiquer la distinction la plus importante que Platon essaie de faire. La distinction entre la parole, qu'il voit comme vivante, et l'écriture, qu'il voit comme morte. Et pour expliquer ça, il utilise une analogie familiale qui est très, très parlante. Pour Platon, c'est simple. La parole, ce qu'il appelle le logos, elle est vivante. Elle a toujours son père avec elle, c'est-à-dire la personne qui parle. Et ce père-là peut la défendre, l'expliquer, la clarifier au besoin. L'écriture, à l'inverse, c'est comme une orpheline. Une fois qu'elle est couchée sur le papier, elle est toute seule, livrée à elle-même. Son auteur n'est plus là pour la protéger des mauvaises interprétations. La hiérarchie est donc super claire. La parole est noble, authentique, supérieure. L'écriture, c'est juste une copie, une version dégradée. Mais c'est justement là que le pharmakon arrive et vient tout faire sauter. Ce mot poison, ce mot remède, ils viennent montrer que la frontière entre les deux n'est pas si claire que ça. Parce qu'au fond, même la parole la plus vivante a besoin de l'aide de l'écriture pour ne pas être oubliée. Et l'écriture, la petite orpheline, elle vient d'où? Elle vient de la parole. Finalement, un ne peut pas vraiment exister sans l'autre. Ils sont liés, inséparables. Et ça illustre parfaitement ce qu'on appelle la déconstruction en philosophie. C'est un peu comme ça que ça marche. On part d'une opposition qui a l'air solide comme du béton, genre parole contre écriture.
Ensuite, on trouve le petit grain de sable dans l'engrenage, le terme instable qui vient tout contaminer. Dans notre cas, c'est le pharmacone. Et finalement, on observe comment toute la belle hiérarchie bien propre finit par s'effondrer sur elle-même. Bon, alors à la fin de la journée, on peut se demander en quoi cette vieille histoire de philo nous parle encore aujourd'hui. Eh bien, la réponse est assez simple en fait, c'est parce que plus que jamais, on vit entouré de pharmacons. Pensez-y une minute. L'Internet, ça nous donne accès à toute la connaissance du monde, mais ça peut aussi nous coincer dans des bulles d'information. Les médias sociaux, ça nous permet de créer des liens, des communautés, mais ça peut aussi devenir un terrain fertile pour la haine. L'intelligence artificielle, elle, promet de régler des problèmes gigantesques, mais en même temps, elle amène des défis éthiques qui donnent le vertige. Ce que le concept du pharmacon nous apprend, c'est que cette double nature, cette dualité, ce n'est pas nouveau. Chaque innovation, par définition, est à la fois un remède et un poison. Le potentiel de faire du bien et le risque de faire du mal ils sont intrinsèquement liés pour toujours. C'est les deux côtés de la même pièce. Alors, le point le plus important à retenir, c'est de comprendre cette nature double. La question, ce n'est pas de décider si une technologie est bonne ou mauvaise. Le vrai défi, c'est de reconnaître qu'elle est et qu'elle sera toujours les deux en même temps. Et tout ça, ça nous amène à la grande question finale. Si, à son époque, Platon s'inquiétait autant de l'écriture, aujourd'hui, quel est le grand pharmacon qui définit notre ère? Quelle est cette technologie, cette chose, qui nous promet le meilleur et le pire en même temps et avec laquelle on doit absolument apprendre à vivre? La discussion est ouverte.